parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous trouvez dans le monde. Nous vous bénissons, nous vous souhaitons une bonne journée, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous êtes. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2020. Peut-être chez vous c'est encore le 19, mais c'est pas grave. Vous allez aussi entrer dans le 20 mai. Alors, nous allons faire un tour autour des questions d'actualité. Nous aurons une série de questions et puis des réponses. Les questions viendront certainement de vous. Et puis nous allons essayer de répondre. Donc, nous sommes un peu dans ce style-là. Si vous avez déjà une question sur l'actualité, vous la posez déjà maintenant. Et comme ça, on gagne en termes de temps. L'actualité tourne autour de cette question sur la filiation de Joseph Kabila. Est-ce que c'est le fils de son père ou pas? La famille, est-ce que les autres là, ce sont les enfants des musées ou pas? Il y en a qui disent que ce n'est pas important, ça ne résout aucun problème
des Congolais pour le moment. Il y en a qui disent que non, il faut qu'on en parle, qu'on sache la vérité sur ça. Nous choisissons ces points-là par rapport à la vague que ça a provoqué dans l'opinion depuis que M. Ibrahim Kabila est passé à l'émission Bossolo la politique. Il faut le dire, après cette émission-là, il y a eu une autre, excusez-moi, et puis finalement, nous sommes la politique. Il n'y a plus d'émission parce que Congo Web n'a pas voulu mettre à la disposition de Bossolo la politique son studio, ses matériels. Voilà. Alors, nous avons publié un article, disons un extrait d'une interview d'un ambassadeur américain, un ancien ambassadeur, qui aussi s'est posé des questions sur Joseph Kabila, son identité. Cet article, en fait, cette interview, nous l'avons découvert il y a longtemps, parce que dans le passé, nous avons essayé de faire des recherches. Est-ce que ce qu'on raconte, c'est vrai, c'est faux? Bon, il faut dire que cette affaire, pour nous, elle est compliquée. Et celui qui a compliqué tout ça, c'est Mouzé lui-même. Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. On se rend compte que ce n'était pas un père de famille normal. Il a eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Et certains de ces enfants-là, il n'a pas vécu avec eux. C'est avec qui il a vécu, il n'a pas vécu avec eux pendant très longtemps. C'est quand il prend le pouvoir, tous ses enfants viennent autour de lui. Est-ce qu'il a eu le temps de les identifier pour dire réellement que bon, ce sont mes enfants? Est-ce qu'il a eu le temps de faire les examens, tout ça? Bon, apparemment, non. Donc, il nous laisse, autant qu'il était venu avec des Rwandais, il nous laisse aussi une famille très divisée. Alors, mais qu'est-ce qui nous intéresse? J'ai pris le temps d'écouter d'autres Congolais qui ont parlé sur ces sujets ces jours-ci. J'ai entendu des gens dire que c'est pas important. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait que ces diplomates a relevé que Joseph Kabila avait un problème avec sa propre identité. Bon, ça peut paraître comme si ça n'a pas d'impact sur la marche de la nation, mais je peux vous dire, ça a un impact, un grand impact. Vous savez, les décisions qu'un homme prend sont influencées, les décisions qu'il prend par rapport aux autres sont influencées aussi par les relations qu'il a avec ces gens qui vont subir ces décisions ou bien qui vont en bénéficier. Joseph Kabila, ce diplomate, il dit qu'il a rencontré la première fois le 18 juin 1997 ou 1997, lorsque il a été évacué de Brazzaville. Et pendant ce temps, il était responsable de la sécurité. Joseph Kabila était responsable de la sécurité à l'aéroport d'Indjili. Donc, quand vous calculez, ils sont arrivés le 17 mai à Kinshasa, le 18 juin, le 17 mai 1997, le 18 juin 1997,
97, ça fait qu'à peine un mois, un jour. Et ces messieurs vont rencontrer Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur Aubrey Hooks était ambassadeur des États-Unis au Congo-Brazzaville. Et quand la guerre de l'Issouba et Sassou a commencé, à un moment donné, il s'est rendu compte que ce n'était plus possible de rester là-bas. Avec l'accord du département d'État, on lui avait demandé finalement de rejoindre les Américains qui avaient quitté Congo-Brazzaville pour Congo-Kinshasa. Il était le dernier à quitter avec quelques marines autour de lui. C'est quand il arrive à l'aéroport d'Njili qu'il rencontre le commandant Joseph Kabila. L'homme effraie, il venait de conquérir le Congo, donc 4 semaines après. Cette rencontre, elle est très importante parce qu'il dit finalement, le monsieur, ils ont parlé en anglais, et quand il a voulu lui parler en français, Joseph lui a dit clairement que je ne sais pas parler français. Et je me souviens quand Kisangani est tombé, Joseph Kabila a été interviewé dans un petit reportage de CNN par des journalistes et il ne parlait que l'anglais. Je ne sais pas à l'époque, il était capitaine ou major, quelque chose comme ça. Bon. Pourquoi je viens sur cette histoire de la langue? Dans la biographie officielle de Joseph Kabila, plus ou moins officielle, présentée dans une interview que Mama Sifa avait accordée à Jeune Afrique, non pas Jeune Afrique, c'est un média belge, si je ne me trompe pas, il est dit que Joseph Kabila avait étudié à l'école française de Dar es Salaam. Moussé Kabila il parlait l'anglais et le français, et le swahili, certainement le kilubakat aussi. Donc, si Moussé parlait français, et que Joseph Kabila, dans son enfance, il a fréquenté l'école française de Dar es Salaam, c'est sous-entendu que Joseph Kabila devrait être en mesure de parler français. Mais ici, nous avons les témoignages de ces diplomates américains qui disent que Joseph Kabila n'était pas capable, pas du tout, de parler français. Il est resté au Congo-Kinshasa jusqu'à le temps qu'on lui trouve un autre poste. Quand on l'avait envoyé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il est venu au Zimbabwe. Le Zimbabwe, il est rentré au Congo comme ambassadeur Congo chez nous, pas Congo-Brazzaville. C'est quand il rentre au Congo-Kinshasa, en 2001, qu'il rencontre un jeune homme qui parle français difficilement, un peu difficilement français. Hein? Et lors de la présentation de ces lettres de créance, lui et Joseph Kabila vont se souvenir de leur première rencontre. C'est le 18 juin 1997. Donc, nous sommes ici en 2001. L'ambassadeur Aubrey Hooks revient au Congo-Kinshasa, cette fois-ci comme ambassadeur des États-Unis au Congo-Kinshasa. Donc, je voudrais déjà souligner qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans la vie de Joseph Kabila. La biographie, chaque fois qu'on nous présente son passé, il y a toujours quelque chose de louche, quelque chose de nébuleux. Donc, vous avez d'une part une biographie qui dit que non, il a étudié à l'école française de Dar es Salaam, c'est-à-dire qu'il a appris le français depuis des années, avant que la rébellion même commence, hein, bien avant. Donc. Mais quelqu'un qui arrive au Congo, qui n'est pas en mesure de parler français, même un tout petit peu. Et on sait que quand il est arrivé, il a appris le français rapidement,
Et on ne veut pas citer des noms, mais il y a des gens, il y a quelqu'un qui lui a appris la langue française. La première personne est connue. Alors, ça montre qu'on a affaire. Jusque-là, je ne dis pas que ce n'est pas un Congolais. Moi, je montre seulement des anomalies. Les anomalies par rapport à ces personnages qui est Joseph Kabila. Et eux-mêmes, les diplomates, les relèvent. Quand il prend le pouvoir, sa première rencontre avec les diplomates, parmi lesquels il y a des diplomates américains, donc ici, c'est avant que l'ambassadeur Hooks ne vienne au Congo-Kinshasa. Les diplomates américains qui étaient là quand Joseph prend le pouvoir, il note dans les câbles diplomatiques qu'il envoie au département d'État qu'il a parlé. Leur entretien s'est déroulé en anglais. C'était d'ailleurs à cette occasion-là qu'on a remis à Joseph Kabila une invitation du président George Bush pour qu'il se rende au breakfast prayer, donc le petit déjeuner de prière. Leur entretien se passe bien en anglais. Il note que le type parle bien l'anglais, mais il dit que sa mère serait une Tutsi. Je reprends exactement ce qui a été dit dans les câbles diplomatiques. Et qu'on l'on dit aussi de monsieur Jean Bouyou, maître Jean Bouyou, que lui aussi sa mère, c'est une Tutsi. Jean Bouyou, qui est l'homme avec monsieur Boussé, qui avait réuni les cabinets de Mouzé Kabila, après le décès de Mouzé Kabila, pour dire que l'homme qui devait succéder à Mouzé, c'était Joseph Kabila. Et par la suite, il fallait vendre cette idée auprès des compagnons, des vieux compagnons de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Quand Jeune Afrique nous présente ces câbles diplomatiques, je prends l'exemple de Jeune Afrique, parce que je voudrais attirer votre attention sur certains grands médias communs, parfois il faut le maquillage des faits, de l'histoire. Quand Jeune Afrique nous présente ces faits, il ne relève pas de la farouche résistance de Gaëtan Kakouji, Gaëtan Kakouji, qui est parenté à Mouzé Laurent Désiré Kabila, donc à Joseph Kabila. Donc Gaëtan Kakouji refuse que, je crois, son petit-fils devienne président de la République, Joseph Kabila. Lui qui est de la famille refuse. Vous prenez aussi Mwenze Kongolo, il avait refusé. Yerodia, ils avaient refusé. Ça leur a pris beaucoup de temps pour qu'ils soient convaincus. Gaëtan voulait succéder à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et finalement, ils ont accepté. Cette résistance de ces groupes de gens ici, des compagnons de Mouzé Laurent Désiré Kabila, fait tiquer. Et quand vous regardez la suite, comment ces gens ont fini? Vous avez Hérodia, vous avez Gaëtan Kakouji, et vous avez Mwenze Kongolo qui est encore en vie, mais dans les conditions que l'on connaît. D'ailleurs, dans l'interview de l'ambassadeur Aubrey Hooks, il signale que autour de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y avait un jeune Congolais qui avait émigré aux États-Unis,
qui habitait à Philadelphie, qui avait étudié à Philadelphie et qui avait obtenu un master, qui s'est attaché à une femme américaine et il a fini par l'épouser. Et ce monsieur était devenu ministre de la Justice. Il dit, pendant qu'il était ministre de la Justice, ce monsieur a eu des bruits, hein? Il a eu des problèmes avec Joseph Kabila. Il parle de Gaëtan Kakuji parce qu'après avoir été ministre de l'Intérieur, il devint ministre de la Justice. Et vous allez comprendre l'abandon des Mwenze Kongolo. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est l'ambassadeur américain, mais dans l'article, dans l'interview que j'ai mis là, j'ai l'extrait, je n'ai pas fait mention de ça. Donc, on voit comment ça a mal terminé pour ces gens. Des gens tels que Maître Mbouyou et puis Boussé ne sont pas des gens qui étaient si proches de Mouzé que Kakuji, Yerodia et Mwenze Kongolo. Évidemment, la raison avancée, c'était parmi les commandants, qui était celui que la population, plutôt l'armée, les différentes factions de l'armée pouvaient accepter. Mais je dois vous signaler une chose. Dieu avait fait qu'à ce moment-là, moi, je sois dans un pays appelé le Zimbabwe. Quand Mouzé est mort, moi j'étais à Harare, moi qui vous parle. Qu'est-ce qui va arriver? La mort de Mouzé, avant la mort de Mouzé, il y a eu la chute de Moba. Mais avant la chute de Moba, j'étais à Lubumbashi. Je suis allé à Lubumbashi faire 10 jours. Et là où j'étais, j'avais appris combien Mouzé avait amassé des armes à Moba pour faire une très grande contre-offensive contre les rebelles des RCD. Étrangement, Moba était tombé. Et imaginez qui était commandant là-bas, c'était Joseph Kabila. Vous connaissez l'histoire. Plus tard, quand Moba était tombé là, il y a eu des militaires qui étaient arrêtés. Parmi ces officiers qui étaient arrêtés, certains, on les avait fusillés, d'autres étaient libérés. Dieu fera que je rencontre quelques-uns d'entre eux au Zimbabwe. Comme par hasard. Mais ce n'est pas par hasard, c'est Dieu. Quand je dis rencontrer, rencontrer. On a eu le temps de parler, certains m'ont fait des confidences. Et il me citait, il y a un qui m'avait dit, qui m'avait parlé de Joseph Kabila à Moba. Je crois que c'est Moba, si je ne me trompe pas. Alors, après la chute de Moba, était venu au Zimbabwe, Mouzé avait envoyé, entre guillemets, en formation au Zimbabwe, beaucoup de généraux. Je vais vous citer des noms parce que je les ai rencontrés tous. Le premier que j'avais vu, c'était le général Mounene, Faustin Mounene. Le deuxième que j'ai rencontré, c'était le général Numbi. Et finalement, il va m'amener là où tous les généraux étaient dans leur guest house. Qui est-ce que j'ai trouvé là-bas? Mounene que j'avais déjà rencontré, général Sikatenda, général Banza. Il y a un amiral qui était gouverneur, Luanga, voilà. Amiral Luanga. En tout cas, je n'ai pas oublié. Oui, c'était ceux-là qui étaient là. Qui était ambassadeur? C'était M. Kikayabin Karoubi.
Il était ambassadeur du Congo au Zimbabwe à ce moment-là. Les jours que j'ai rencontré le général Numbi pour la première fois, John Numbi. Non, attendez. La veille de les rencontrer, sur RFI, on parlait de la chute de Moba et on dit qu'il serait aux arrêts. Et d'autres généraux. Et le lendemain matin, je rencontre le général Numbi. Non, la journée même. Hein? J'ai suivi les informations des RFI. Très tôt le matin, c'était vers 6h30. Vers 10h, je me retrouve quelque part où le général Numbi était là. On s'est salué. Et puis bon, on s'est séparés. On a un peu échangé. Et puis j'ai quitté. J'ai dit, mais finalement, ces messieurs ont dit qu'il serait arrêté, mais il est ici au Zimbabwe. C'est alors que 2 jours après, je vais découvrir qu'il n'était pas seul au Zimbabwe. Qu'il y avait un groupe de généraux qui étaient venus, soi-disant en formation. Ceux qui connaissent l'armée zimbabwéenne, il y a ce qu'on appelle KG6. Alors ça commençait un peu à me faire dire, mais est-ce que RFI a menti? Bon, je ne pouvais que conclure qu'ils ont menti, parce que j'ai vu de mes propres yeux Numbi, qui était pourtant annoncé à RFI, que voilà, il serait aux arrêts. Et alors, j'ai commencé à me poser des questions. Bon, Mouzé meurt pendant que ces groupes de généraux sont au Zimbabwe. C'est quand vous regardez les images, vous allez voir ceux qui ont transporté les corps du musée. Ce sont ces généraux-là que je viens de vous citer. Ils sont rentrés au Congo à cette occasion-là. Donc Mouzé meurt, Joseph Kabila prend le pouvoir à Kinshasa. Et c'est ces généraux qui sont rentrés avec les corps. Ils l'ont transporté sur leurs épaules à l'aéroport d'Harare pour le faire entrer dans l'avion. Arrivés à Lubumbashi, ils ont fait la même chose à Kinshasa. Après, quelques temps après, ils sont rentrés pour continuer leur formation à l'académie militaire du Zimbabwe. C'était une courte formation. Et quelques temps après, c'est des nominations qui tombent. À tel est nommé, et puis ils rentrent tous au pays. La formation a pris fin. Je reçois, il y a un Congolais qui arrive, il travaillait à Finarep, voilà. Il est venu en mission à Harare, je l'ai rencontré, et puis, bon, on a commencé à parler de notre pays, tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu. Bon, il faut dire en passant qu'on avait amené les corps des musées au Zimbabwe. Le monsieur qui a examiné, qui a fait l'autopsie, à l'époque, il était colonel, il était marié à une Congolaise. Je ne vais pas citer le nom de cette Congolaise. Ceux qui étaient à Harare la connaissent. Mais le monsieur aujourd'hui, c'était un médecin militaire, ce Zimbabwéen-là, qui était au Congo. Aujourd'hui, il est général, d'après mes informations, au Zimbabwe. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Quand Mouzé meurt, il y a une délégation qui arrive, conduite par Hérodia. Hérodia, Didier Kazadi, Jeannette Kabila, Maman Sifa. Et puis, j'ai toujours soupçonné, il y avait un métis là, mais à cela ne tienne, j'ai toujours pensé que c'est celui qu'on dit, c'est demi-frère ou quelque chose de beau-frère de qui? De Maman Olive Lembe. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ceux que j'avais vus, ils étaient là. Ah, voilà. Et quand le corps est arrivé, les généraux là qui étaient en formation étaient encore là, comme je l'ai dit. Et puis on est allé voir les corps. Finalement, les généraux sont rentrés avec les corps au Congo.
Alors, on parlait avec un Congolais qui était venu, qui travaille à Finaret, un cadre, qui m'a dit que non, voilà, la mort de Mouzé l'a trouvé dans les airs. Il revenait de Mwanda. Les pilotes, c'était un pilote australien. Et quand ils sont arrivés au niveau de Kinshasa, la tour de contrôle leur dira que vous n'allez pas atterrir ici. Il n'y a pas d'atterrissage. Pourquoi? Parce que déjà, Eddie Capin, qui était l'aide du camp de Mouzé Laurent Désiré Kabila, avait interdit, il avait fermé les frontières, il avait donné l'ordre, et il n'y avait pas d'atterrissage au niveau des aéroports, tout ça. On leur dit non, mais le pilote dit, mais on va faire comment? On leur dit non, vous devez aller sur Mayama. Il dit, mais dans notre plan de vol, ce n'est pas prévu. Il dit non, Mayama est au courant. Ils vont atterrir là-bas. Quand ils atterrissent à Mayama, la sécurité d'État, vous savez, à l'époque, il y avait aussi des petits problèmes Congo-Brazzaville. La sécurité d'État vient les prendre à l'aéroport, on les installe à l'hôtel, et 30 minutes plus tard, l'Australien, le pilote là, vient frapper à la porte de ce Congolais pour lui dire, je ne vais pas citer son nom, pour lui dire, votre président est mort. Lui, il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, oui, il est mort, c'est pour cela qu'on nous a obligés de descendre ici. Parce qu'il s'est posé la question, mais pourquoi on nous a empêchés d'atterrir à Kinshasa? Ce n'est pas un problème de temps, le temps est bon, il n'y a pas d'orage, mais pourquoi on vient atterrir ici à Brazzaville? Alors, on a annoncé à cet Australien, on lui a dit que non, le président Kabila est mort. Ça, c'est le jour même qu'on a tué le président Kabila. Alors, ce Congolais commençait, il essayait d'appeler Kinshasa, ça n'entrait pas. Bon, finalement, il est resté. Et ce blanc va lui dire, cet Australien va lui dire, c'est son fils qui a pris les pouvoirs. Son fils qui? Joseph Kabila, qu'on va appeler plus tard Kabila Kabange. Et quand il prend le pouvoir, maintenant, je vous dis comment l'ambassadeur américain dit, voilà, il y a ça. Vous allez comprendre l'importance de ces détails dans la suite. Vous savez, c'est comme dans le mariage. Quand vous trouvez un époux ou une épouse, la personne que vous voyez là a une histoire, la personne que vous aimez là a une histoire. Et son passé a un impact sur son présent. Et vous ne connaissez pas le passé de la personne, vous êtes marié, son passé aura un impact sur votre relation. Que vous le voulez ou pas. Donc, comment l'homme peut avoir eu des problèmes dans le passé, hein, des problèmes qui ont changé sa façon de voir les choses, ou bien qui ont forgé sa façon de voir les choses, sa façon de se connecter aux autres, sa façon de traiter l'autre. Qu'est-ce que lui appelle amour? Vous n'avez pas peut-être vous avez le même concept, mais vous n'avez le même mot, mais vous n'avez pas les mêmes significations pour ces mots-là. Et ça, vous découvrez ça après. Vous découvrez, par exemple, que bon, une dame qui parfois se révolte, tout ça. Peut-être qu'elle a eu des problèmes, qu'elle n'a pas eu de bonnes relations avec son père. Parce que la première image qu'il a eue dans la vie d'un homme, c'est l'image de son père. Et si la relation avec son père n'était pas bonne, elle a tendance à voir d'autres hommes comme ça. C'est la même chose avec l'homme.
Un homme qui se marie, qui vient dans le mariage, qui veut que sa femme les traite comme sa mère. Oui, la femme peut le faire, mais c'est ta femme. Et quand sa femme ne se comporte pas comme sa mère, ça crée un problème, il y a un déficit. Donc, les portraits qu'il avait et la réalité, il y a un problème là. Parce que pourquoi? Parce que la première personne qu'il a aimée, c'est sa mère. Donc, la lecture que lui fait de l'amour, c'est en fonction de ce qu'il a appris comme amour auprès de sa mère ou peut-être auprès d'une autre femme, d'une copine. Quand vous amenez au pouvoir quelqu'un qui a un problème d'identité, enfin quand je dis amener, quand quelqu'un qui a un problème d'identité lui-même, mais c'est tout à fait normal que ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé, nous arrive. Nous sommes un pays, nous sommes la RDC, nous étions Zaïre, avant nous étions Congo. Nous avons un passé, nous avons des choses que nous avons connues ensemble. Il y a des générations qui ont en commun un certain nombre de choses. Vous avez un monsieur qui arrive, qui a grandi, moi je suis dans l'hypothèse que c'est le fils de Mouzé, qui a grandi en Tanzanie, qui ne parle jamais français, qui ne parle pas lingala. L'ambassadeur relève même, c'est un Américain, relève même que le Swahili de Joseph est un Swahili de Tanzanie. Et que parfois lui-même, Joseph s'est gêné à parler Swahili parmi les Congolais. Pourquoi? Parce que son Swahili était plus pur. Disons différent que des restes des Congolais. Il y a, vous savez ce qui fait le patriotisme, le socle, l'amour de la nation, l'amour de la patrie, c'est quoi? C'est quand vous sentez j'appartiens à tel groupe. Chaque personne que vous voyez est née avec ces besoins-là, les besoins d'appartenance. En anglais, on dit belonging need. Donc, je dois sentir que j'appartiens à tel groupe. Frère, ma soeur, c'est très important. Imaginez, vous arrivez dans une fête, et nous le faisons souvent. Quand on vous installe, on vous met autour d'une table où vous ne connaissez personne, et où personne ne vous connaît. Comment vous vous sentez? Il y a même des gens qui demandent s'ils repèrent des gens qu'ils connaissent, il faut demander qu'on puisse les transférer là-bas. Parce qu'on vous met autour des gens que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas vraiment dans la fête. Ça paraît petit, mais ça vous met en sécurité ou en insécurité, tout dépend. Si vous êtes autour des gens que vous connaissez, vous êtes en sécurité. Moi, dans la vie, je m'occupe de groupes. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Hein. Le plus, c'est m'occuper des gens. Chaque semaine, je rencontre des gens, groupe de gens. Je ne vais pas dire quoi. Et je veille à ce que quand quelqu'un vient la première fois, qu'il sente que notre regard est tourné vers lui ou vers elle. Nous sommes intéressés. Parce que si quelqu'un vient dans un groupe, vous l'invitez, dans un club, dans une église, dans une histoire de musique, dans une réunion de partis politiques, je ne sais pas moi, peu importe la bonne vision que vous avez, peu importe, je ne sais pas, la bonne prédication, les bons discours politiques, je ne sais pas quoi, la personne veut se connecter aux gens qui sont déjà là.
Et ceux qui sont déjà dans le groupe veulent aussi savoir nous avons affaire à qui. C'est quand on sent que j'appartiens à un groupe, ça crée un lien de solidarité. C'est ce qui fait que quand un groupe est en danger, vous vous sentez aussi, quand votre groupe est en danger, vous vous sentez aussi en danger. Donc, on ne peut pas avoir un chef qui ne se sent pas qu'il appartient, qui a des problèmes d'identité. Hein? Est-ce que je suis congolais ou pas? Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ambassadeur là. Je suis congolais. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard, M. Ngoï Mukena, je ne sais pas si c'est lui qui est maintenant le ministre de la Défense, mais apparemment ce n'est pas lui. M. Ngoï Mukena, la vidéo où il dit, quand j'étais gouverneur, l'une de ses tâches, de ses priorités, c'était de donner une identité katangaise à Joseph Kabila, le faire accepter. Ce qui fait que quand un problème se passe au Congo, toi tu es au Canada, tu es dans quelle, je ne sais pas quelle île perdue du monde, de la Nouvelle-Zélande, à l'île Fidji, je ne sais pas, à Bahamas, mais tu sens que tu es concerné. C'est ces liens-là d'appartenance. C'est ce qui nous motive les autres à parler. Alors, maintenant, la question l'on doit se poser, cette crise d'identité, pendant que lui sentait comme ça, mais son cœur appartenait où? Où est-ce qu'il se sentait qu'il appartient à un groupe? Quel est le groupe auquel il sentait que j'appartiens à ces groupes? Parce qu'il a grandi quelque part. Il a eu des amis quelque part. En disant cela, je ne fais pas de la discrimination. J'ai vu un Congolais, quand j'ai mis l'article, il m'a dit, mais où est le problème? Parce que même nos enfants qui ont grandi en Occident, ils ont ces problèmes-là de crise d'identité. Je suis d'accord. Il dit même qu'il y a des enfants qui ne savent pas parler le lingala. Tout, à l'exception de ma première fille, le reste de mes enfants ne parlent pratiquement pas lingala, mais ils comprennent. Même pas français aussi. Parce que moi, je parle anglais avec mes enfants. Point barre. C'est un choix que j'ai fait qui devait parler l'anglais. Donc, on parle anglais. Et leur maman doit leur parler de temps en temps en lingala pour que si on a quelque chose à dire, parce qu'on avait le choix. Français, c'est une langue internationale. Mais quelle est la langue? On a dit, bon, qu'on garde le lingala. Mais ce lingala-là, il n'y a que ma première fille qui connaît un peu mieux. La deuxième, un tout petit peu. Les restes, ils comprennent, mais s'ils parlent, mais c'est la catastrophe. Je suis conscient qu'il y a un problème d'identité. Il y a des choses que, parfois, quand ils me parlent, je dis, mais c'est... Ma deuxième fille m'a posé la question, il me dit, papa, donc chez vous là-bas au Congo, chez nous au Congo, pour qu'un homme puisse épouser une dame, il faut qu'il paye. Je dis oui. Et je lui ai dit, où est le problème? Il dit, non, mais c'est comme si on achetait une marchandise. Ah! Je dis, mais cette idée ne va jamais venir à une fille qui est au Congo. Il fallait que j'explique tout ça, hein, expliquer les contes, l'histoire, tout ça, notre culture. Et avec l'aide des films des Nigérians, des théâtres congolais, ils ont fini par comprendre que non, c'est une tradition, c'est une culture. Il ne s'agit pas d'une vente. Je suis d'accord. Mais au minimum, quelqu'un qui devient votre président, vous devez le connaître. Il doit vous connaître. Même s'il a des parents congolais. Mais
qu'ils passent d'abord le temps de s'intégrer. Parce que vous n'aurez pas la même perception des choses. Et puis nous nous étonnons que bon, parfois il y a des morts. Les types ne recrutaient même pas des journaux nationaux de deuil. Parce qu'au finish, c'est lui le chef. Et quand on dit chef en Afrique, c'est quelqu'un souvent qui a trop de pouvoir. Il ne se sentait pas concerné à un certain point. Je ne dis pas que c'est illégal qu'il soit président. Je ne dis pas qu'il n'est pas le fils de Mouzé. Mais pourquoi cet Américain a relevé cela? Pourquoi? Dans certaines constitutions, mais avant que tu ne sois président, on dit même, la constitution américaine, tu dois être né aux États-Unis. Pourquoi on a mis ça? Tu peux avoir des parents américains, mais si tu es né en dehors du territoire américain, tu ne deviens pas président. Tu dois être né aux États-Unis. Parce qu'à un moment donné, il y a des décisions que tu vas prendre. Il y a des sacrifices que les gens font parce qu'ils se sentent, j'appartiens à tel groupe. Toi et moi, nous faisons des sacrifices. Nous envoyons de l'argent au Congo. Ou bien des parents qui sont au Congo, qui soutiennent leurs enfants, qui soutiennent leurs membres de famille. Excusez-moi. C'est parce qu'on appartient à un groupe. On appartient à un groupe. Parfois, j'ai des larmes aux yeux. Un jour, je regardais un documentaire sur la RDC, et puis je ne pouvais pas arrêter que les larmes coulent. Les larmes ont finalement coulé. Je dis, waouh. Parce qu'en regardant ce documentaire-là, ça m'a ramené dans mon enfance. C'est pas petit, hein? L'homme est fait aussi du passé. D'ailleurs, essentiellement du passé. Le présent, nous le découvrons. L'avenir, nous allons le découvrir. Mais avec quoi? Avec les yeux du passé. C'est une longue interview. J'ai mis seulement un extrait. Mais quand vous lisez cette interview, c'est pour cela, moi, j'aime bien chercher, voir comment c'est qu'on nous raconte aujourd'hui, mais en réalité, comment cela s'était passé. Cet ambassadeur, c'est l'homme pratiquement il a joué un grand rôle concernant les accords de Sun City. Joseph avait envoyé 2 personnes qui pouvaient l'engager là-bas. Ils étaient nombreux, mais il n'y avait que 2 personnes. Mais l'ambassadeur américain, Aubrey Hooks, était parti sur place en Afrique du Sud. Il parlait avec Joseph Kabila chaque jour. Ce sont ses termes à lui, dans cette interview-là. Chaque jour. Au point que les jours qu'il n'a pas parlé à Joseph, quand il l'a rappelé, Joseph a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé hier? Et les envoyés de Joseph Kabila là-bas, les Congolais, ne savaient pas qu'en dehors d'eux, l'ambassadeur là était en train de faire un travail en parallèle. Ah, j'aurais un problème avec ma batterie. Hein. Ce que Cathy. Ah, et Cathy. Attendez, j'arrange un peu. Non, on va voir. Vous savez, il y a des secrets. On parle des secrets d'État, tout comme des secrets de famille. Hein? Il y a des choses que l'on garde dans un groupe qu'on ne peut pas dire à un autre groupe. Parce que si vous le dites, ça met votre groupe en danger.
Et quand vous avez un président de la République au sommet de l'État, qui n'a pas des attaches aussi fortes à votre nation, mais qui sont ses confidents? Hmm? Qui sont ses confidents? Souvent, quand il y a des problèmes, c'est toujours des amis qui disent attention, j'ai appris ça, ça, ça. Ça passe par ces filières-là. Les amis, les membres des familles. Hein? Maintenant, si toi, tu as 80% de tes amis des étrangers, mais qui sont devenus comme des frères et sœurs pour toi. Donc, nos secrets vont aller de l'autre côté. C'est un problème de sécurité. Je ne demanderai pas que l'on prenne mon fils, qui devienne président du Congo, sans qu'il ait vécu suffisamment au Congo. Parce que mon fils n'a pas d'amis au Congo. Ça leur dit rien. Même mes frères, mes cousins, ça leur dit, bon, c'est juste à peine qu'ils regardent les photos, les images, bon. Mais il n'y a pas d'attache. Ils peuvent rester, ne pas parler du Congo même pendant 6 mois. Ce n'est pas un problème pour eux, mais c'est un problème pour toi et moi. Donc, il faut qu'on parle aux enfants de notre pays, mais même quand on leur parle là, ils n'auront pas la même attache au pays que nous. Les amener au pays, qui voient les cousins, les frères, les tantes, les oncles, tout ça. Il ne faut pas dire que bon, on les prend, on va les mettre président de la République. Dis. Et ça, c'était une erreur monumentale de la part des Congolais qui avaient cautionné que Joseph soit président de la République. Bon, il y avait quand même des éléments objectifs. Par exemple, il y avait le problème de l'armée. Sur ce point-là, objectivement parlant, je suis d'accord avec eux. Mais quand ils disaient que c'est le seul homme qui peut tenir ensemble les factions militaires, mais je vous signale qu'après mes enquêtes, qu'est-ce que je vais découvrir? En fait, la présence des autres généraux, je prends le général Numbi, je prends le général Sikatenda, je prends le général Liwanga, je prends le général Banza. Je ne sais pas si j'ai oublié un autre. La présence de ces généraux, c'était pour faciliter à Joseph, justement, de prendre le pouvoir sans qu'il y ait un problème au niveau de l'armée. Parce que son choix serait compliqué si ces généraux étaient au Congo. J'ai dit que ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il fallait éviter qu'ils se disputent les pouvoirs, armes à la main. Les Congos étaient dans une situation difficile, mais ils devraient réfléchir plus aux besoins. Il fallait faire de lui tout simplement les ministres de la Défense, ou même chef d'état-major full, parce qu'il ne l'était pas. Il était chef d'état-major de la force terrestre. Donc, quand cet ambassadeur en parle, il y a des Congolais qui disent que c'est un détail. Ah bon? Et que ça ne résout aucun problème aujourd'hui. Non, mais c'est la cause c'est parmi les causes des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Nos problèmes que nous avons aujourd'hui ont des causes lointaines. Alors, ne pas avoir
la possibilité de relier ce que nous subissons aujourd'hui à ce qui est passé, mais c'est grave. Ça veut dire qu'on peut répéter la même erreur dans l'avenir. Il y a des gens parfois qui disent, ah, Joseph peut Azalaki mon en Égypte. Oui, mais Joseph a grandi en Égypte. C'est vrai qu'il est venu ailleurs, mais il a grandi en Égypte. C'est ça la différence. C'est pour cela que l'ambassadeur l'a dit, bon, oh my goodness. Il y a des gens qui m'appellent que quand je fais les... Joseph a grandi en Égypte. Les temps que Joseph a passé en Égypte a fait que Joseph avait une certaine loyauté vis-à-vis de l'Égypte et il a prouvé. Même s'il n'avait pas oublié sa famille, mais Joseph n'a jamais trahi l'Égypte. Excusez-moi. C'est comme qui dirait l'enfant des Congolais, un enfant dont les parents sont des Congolais, cet enfant est né en Italie, grandi en Italie, mais il se sent italien. Vous voulez poser une bombe dans ce pays-là, vous voulez tuer des gens, mais il va signaler la police. Donc parfois, il y a des gens qui donnent des exemples, mais ils ne tiennent pas compte de certains éléments. Ah non, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, Joseph pas Azalaki hébreu, et Azalaki ne m'a conduit d'Égypte. Mais mes enfants, qu'est-ce que vous racontez? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à des problèmes. Et on n'a même pas au sommet de l'État un gars qui se pose la question s'il est congolais ou pas. Et l'ambassadeur dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, c'est pas, il dit, peu importe son passeport, quel passeport il a, il dit, mais au moins. Et puis il dit, on ne sait pas, il dit, est-ce que c'est le fils de son père? Il dit, mais c'est des questions qu'on se pose dans la rue. Donc vous comprenez que les ambassades ont les oreilles aussi dans la rue. Mais il ajoute, il dit, même s'il était le fils de Mouzé, culturellement, il n'est pas congolais. C'est très important. Ça ne suffit pas. Vous savez, quand je dis cela, vous prenez votre enfant, allez au Congo. Vous allez vous rendre compte que, hey, cet enfant est étranger ici. Il est chez lui, mais en même temps, il est étranger. Parce qu'il peut dire une chose devant les gens, vous êtes embarrassé. Hein? Il y a des nations, beaucoup de pays d'Asie, je vais vous dire une chose. Ils ont beaucoup de pays d'Asie ont des lois très racistes, si je dois qualifier ça comme ça. Mais c'est surtout pour des raisons aussi de sécurité, d'identité. Prenez l'exemple de la Chine. La Chine va vous donner la nationalité même si vous faites 50 ans là-bas.
avec des histoires d'espionnage d'aujourd'hui, tout ça. Donc, il y a un certain nombre d'éléments dont on doit tenir compte quand on veut donner des grandes responsabilités à quelqu'un. Et c'est normal. Il n'a pas... il n'a- C'est pour cela que je me dis, est-ce que c'est pour cela, à la fin, il a dit, nous avons échoué à transformer l'homme congolais. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il voulait dire, mais c'est moi qui me pose la question. Ah, peut-être que lui voulait transformer l'homme congolais à devenir comme lui. Mais la question que l'on doit se poser, est-ce que lui était un modèle pour les Congolais? Est-ce que les Congolais se reconnaissaient en lui? Déjà, nous avions des petits problèmes de... Nous sommes une nation en construction, hein? Mais qu'on vienne encore nous ajouter à la tête du pays, pouf, bah. Et aujourd'hui, on a des problèmes. C'est aussi un conseil. Bibota bota. Pour ton petit plaisir, tu vas dans telle ville, tu laisses un enfant, tu vas ailleurs là-bas. C'est comme si toi, tu dois s'aimer partout. C'est ce que Mouzin a fait. Regarde ce qu'il nous laisse maintenant. Les spectacles qu'il nous laisse. Étienne Kabila, Joseph Kabila, Emmanuel Kabila, Ibrahim Kabila, tous des Kabila, mais ça nous fait des problèmes. Maintenant, on en parle. Hmm? Chaque port où tu vas, tu dois laisser des semences. Tu vas causer des problèmes hein, dans la famille d'abord. Hein. Tu vas causer des sérieux problèmes. Le comme Aden, la femme de Kabila a dit ceci. Je peux vous poser une question. Donc là, je suis en train de la citer. Êtes-vous sûr que vous êtes les fils de votre père et de votre mère? Moi, je ne me suis jamais posé cette question. Mais maintenant, quand on me pose une telle question, je dis, ah bon? Il y a des gens qui vivent dans cette... Quand tu connais tes parents, tu connais tes frères, tes amis, tu ne sauras pas combien celui qui ne connaît pas son père ou sa mère souffre. Il y a une émission, je vois ça, il y en a aussi aux États-Unis, en Angleterre, dans beaucoup de pays anglophones. Euh, donc, on parle des gens, des enfants qu'on avait adoptés et qui sont à la recherche de leurs parents, tout ça. Mais pourquoi quelqu'un qui a, qui a fait sa vie ailleurs, mais finalement, il va chercher à savoir où se trouve sa vraie mère ou son vrai père. Quand tu n'es pas dans cette situation-là, tu ne sais pas ce que ça fait. Ça crée des problèmes, des relations même avec des autres. Donc, on nous crée des problèmes ici à gauche et à droite. Hein? Bon, tu vas là-bas au Boti Mwana, ok, Kuna au Boti, ok, au Boti, ok, au Boti, au Boti, au Boti. Bon, tu vas laisser des problèmes. Ces messieurs-là, l'ambassadeur-là, il dit c'est lui qui faisait la liaison entre Mbemba, Jean-Pierre Bemba,
et Moïse, et qui, qu'est-ce que je veux dire, excusez-moi, et Joseph Kabila. Et il disait à Jean-Pierre Bemba, hein, comment il faut parler à Joseph Kabila, qui est un homme renfermé, et tout ça. Tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'on avait vu que c'était un personnage qui a des problèmes internes. Et maintenant, vous vous étonnez qu'il y a eu beaucoup de tueries. Moi, je dis, quelque part, c'est comme une victime. Vous avez affaire à une victime qui fait des victimes. Regardez l'enfance d'Hitler. Parce que les adultes que vous voyez ici, ce sont des grands enfants. Makamuta ratanga na bomwana. Ba problème ne uti na bomwana. Awa ko faire sibira mo mwasi na eto mobali na eto bana na ye. Bon, maintenant, fils de musée ou pas, ces débats-là, moi j'ai dit, c'est lui qui a la réponse. C'est Musée et la maman de Joseph Kabila. À défaut d'eux, il faut aller à l'ADN. Point barre. Allez faire les tests d'ADN. Bah, test, on a ADN, on a souvent comme Mikole Banissa. Parce que vous pouvez arriver là-bas et changer. Et biminde moussous. Au moins, il peut beaucoup miguna, moi na musée. Bah, au basolo baba na musée, na moussou ba bimi bana na été. Mais on peut changer. Mais ce qui est vrai, à dire vrai, c'est le fils de Musée. Pourquoi? Parce que Musée l'a dit. Fils adoptif ou pas, mais est-ce que vous pouvez avoir un fils adoptif, nous les Africains? C'est un débat, c'est des questions que je me pose. Sans dire aux gens que de ta famille, cet enfant, je l'ai adopté. Mais on m'a dit que les droits congolais, quand tu adoptes un enfant, c'est ton enfant. Maintenant, fils adoptif ou pas, ça c'est comme on dit, that's another story. Mais il a un passé avec Musée qui date de longtemps. C'est clair, il n'y a pas de doute. C'est pour cela que je dis, on peut parler de Joseph, mais celui qui a causé des problèmes, c'est Musée. C'est lui-même. Il devrait dire à ses enfants, ça c'est votre frère, les rassembler. Qu'on vienne nous deux, maintenant on commence à se poser des questions, est-ce que c'est son fils ou pas, c'est là qu'il est en train de ne pas bien traiter les autres. Il faut qu'on pose la question à Ibrahim Kabila, aux autres là. Qu'est-ce que votre père avait dit de ces garçons qui étaient à côté de lui, qui portaient son nom et qui étaient les seuls qu'on le voyait plus que vous? Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Moi, j'ai parlé avec un ami qui a déjà parlé à Ibrahim Kabila. Il m'a dit Ibrahim Kabila avait appelé Joseph Kabila au téléphone en leur présence. Il appelé, il dit Musée. Ni quoi pas, ni quoi chida pas. Ils ont bien causé au téléphone. Il a mis le téléphone en haut-parleur. Et c'est Joseph qui était au bout de fil. Donc des fous, des familles là-bas, des conflits, Musée nous a légué ça au niveau du pays. Maintenant, ça cause des problèmes à gauche, à droite, tout ça. Il y a même il y a quelqu'un qui m'a appelé hier et qui m'a dit qu'Emmanuel Kabila n'est pas le fils de Kabila.
Il a grandi avec ses garçons au même quartier Bumbashi, il connaît. Et finalement, quelques heures après, je vois la vidéo des deux parents là qui parlent à propos d'Emmanuel Kabila. Donc c'est des fous partout. Pourquoi? Mouzé n'a pas eu une vie normale, conjugale. On a vu Maman Sifa. Je me souviens un jour, on lui a posé la question, mais où se trouve la première dame? Il dit, mais la vôtre est la quantième, si vous l'appelez première dame. Et pourquoi aux États-Unis, quand on fait campagne, vous voyez le président de la République, les candidats, il vient avec sa femme et ses enfants. Pourquoi? Quand Mouzé meurt, Maman Sifa, c'est sa femme. Oh, bon, bon, il semble que ce n'est pas ça le problème des Congolais. Les Congolais vont avoir un problème. Ok, prenons un autre. Tout comme ça, un jour, tout tient sous. Moi, je dis la solution ici, en Afrique, des problèmes pareils. Il y a des oncles, il y a des tantes. Et ils savent qui est qui. Hein? Parce que quand on a eu un enfant à côté, on dit finalement, non, voilà, j'avais eu un enfant là-bas, tout ça. Et, hein? Si sa maman était venue avec lui, je ne sais pas, je me dis, Mosé doit avoir eu un enfant ou deux avec cette dame-là qu'on dit la mère de Kabila. So, même si sur le papier, on commenter que c'est ton enfant, mais c'est toi qui. Donc, il y a un peu tout ça. Mais ça devient un problème. Pourquoi? Parce que, bon, l'un de ces enfants-là, dont le père avait une vie pas normale, est devenu président. Et puis, bon, les Congolais ne se sont pas retrouvés en lui. Quelqu'un qui. Quand les Congolais meurent, ça ne lui dit rien. Ça devient un problème. Et par rapport à ça, on peut légiférer. Parce que toutes les lois qu'on fait là, c'est par rapport à l'expérience aussi, à ce que vous avez vécu. Bon, moi, je sais pas, il y en a qui disent faux débat, mais moi, je dis, si vous ne comprenez pas, l'appartenance joue un rôle. Quand quelqu'un se sent que j'appartiens à, cette relation-là, ce sentiment d'appartenance vous amène à traiter les gens d'une certaine façon. Donc, ce que vous allez faire pour ces gens-là dépend quelque part de la relation que vous avez avec ces gens-là. C'est vrai qu'on doit regarder ce qu'il a fait, mais pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Est-ce que 3 ans, c'était suffisant pour qu'un homme qui a grandi ailleurs, directement qui devienne président de la République? Quand je dis cela, ça c'est quand il est devenu président, mais avant cela, il était un des patrons de l'armée. Vous pensez que c'était suffisant, Mouton comme Mbalamo, qui devient chef d'état-major de la force terrestre, au point de donner sa vie pour ces pays qui ne considèrent pas encore comme sa patrie, même si ses parents sont venus de là. Quand les militaires jurent que je mourrai pour là, c'est parce qu'ils se sentent que j'appartiens à cette nation. Je suis prêt à mourir.
Donc, si vous dites qu'il faut débat, alors amenez toujours des gens qui ne se sentent pas qu'ils sont congolais. Bon, on verra quel résultat ça va donner. Mais c'est pas bénin, c'est pas banal que cet Américain souligne cela dans son interview. Et j'ajoute, en 2004, excusez-moi, en 2004, c'était une réunion entre les diplomates occidentaux, donc l'ambassadeur américain au Congo, et puis il y a l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, John Hope, l'ambassadeur belge, son nom va venir, c'est un nom au Congo, jusqu'il n'y a pas longtemps, il était l'envoyé spécial de la Belgique dans les Grands Lacs. Quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, la première délégation officielle belge qui est allée au Congo, ce monsieur-là, c'est lui qui était le chef de la délégation. Il a un nom, je crois, Bernier. Attends, ça va venir. Je ne dis pas de bêtises. Vous savez ce que ce monsieur dit dans une réunion où il s'est concerté pour voir qui va remplacer Joseph Kabila. En 2004, ça existe dans les câbles diplomatiques américains. En 2004, il commence à citer les noms des gens. Quand ils arrivent à Olivier Kamitatou, je l'ai déjà dit dans cette émission, l'ambassadeur belge de l'époque, le monsieur là, il dit quoi? Il dit, Olivier Kamitatou, c'est un gars intelligent, tout ça, machin. Mais le problème, c'est que avec lui, nous risquons de connaître la même expérience qu'avec Joseph Kabila. Parce qu'au Congo, les Congolais sont devenus très sensibles au problème des parentés. Toi qui dis que ce n'est pas un problème, mais tu as, hein, ce n'est pas un débat. Tu attends à ce niveau-là où on évoque cela. On dit, il y a un problème de parenté. Les Congolais sont devenus très sensibles à cela. C'est-à-dire, ils veulent savoir qui est ton père, qui est ta mère. C'est alors qu'il va dire que le père d'Olivier Kamitatou, c'est un chauffeur taxi, un Belge qui était chauffeur taxi. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, ça est dans les rapports. Entrez là-bas dans Wikileaks, vous allez voir ces rapports-là. Ça paraît subjectif, mais c'est important, comme je l'ai dit. My goodness. En 2004, cela a été évoqué. Pourquoi dans nos cas, tu donnes ton identité? Moi, j'ai été choqué. Dans un pays développé, excusez-moi, je suis en train de tousser, dans un pays développé, on demande, un policier demande quelqu'un, tu es de quelle ethnicité? Mon ami là lui dit non, je suis anglais, ça suffit. Comme tu vois là, je suis anglais. Parce que quand on veut t'identifier, quand la police veut t'arrêter, parfois quand on décrit, on peut dire non, voilà, dans les pays où je suis, on dit, il est d'héritage africain, ou bien il est des races, des couleurs. Hein. Dans d'autres pays, on dit, c'est un arabe. Français, mais on dit c'est un arabe. Belge, mais on dit c'est un arabe. C'est un élément d'identité, que tu le veux ou pas. Ça te distingue des autres. C'est pas du racisme, ça. Non, pas du tout. C'est un élément d'identité. On dit, c'est un homme ou une femme? C'est un homme ou une femme. Il peut avoir quel âge? Parce que c'est à partir de ça qu'on peut t'identifier.
Euh, mais en disant cela, on ne doit pas utiliser cela pour discriminer les autres, c'est-à-dire les renier certains droits, non. Mais il y a des questions de sécurité, on doit tenir compte. Parce qu'une nation a une histoire. Une nation a des ennemis. Une nation a des amis. Tu ne vas pas venir, nous avons, excusez-moi, donc des problèmes que dans le passé, que toi tu ne connais pas, et tu commences à nous conduire n'importe comment. Non, il y a un certain nombre de choses que un président doit avoir. Il doit connaître les pays. Il faut qu'il y ait une attache réelle avec les pays. J'ai rencontré des Zimbabwéens blancs par le fait qu'il est de la 4e génération, donc né, grandi au Zimbabwe. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle des Zimbabwe, il y a un, par exemple, dans une manifestation, il y avait un groupe de Congolais qui était en train de jouer de la musique. Il s'est mis à pleurer. Il y a longtemps qu'il a quitté les Zimbabwe. Il dit, ça me rappelle mon enfance. Je vois encore quand il y avait des fêtes, quand les Noirs, les travailleurs venaient, quand ils dansaient. Il dit, c'est ça mon enfance. On m'a volé ça. Tout blanc qu'il est, il se sent étranger aux États-Unis, mais son cœur est resté au Zimbabwe. Je préfère encore qu'on prenne un Belge qui est né, grandi au Congo, qu'on lui donne le pouvoir, qu'on prenne mon fils qui est belge, qui ne connaît pas le Congo, qui est né en Belgique, que mon fils devienne président en Belgique, si c'est premier ministre en Belgique. Parce qu'en Belgique, il se sent chez lui. Autant que le Belge blanc, là, quand il est, qui est né, grandi au Congo, il se sent aussi chez lui, au Congo. Ah, bon, maintenant, je commence à entrer aussi dans vos commentaires. Il y a un mec qui dit, en France, on demande type black, hébreu, hein, rubis, chinois, hindou. Hein? Voilà. L'actualité, c'est aussi Jean-Pierre Mbemba et la CPI. Vous savez, il avait demandé d'être indemnisé, qu'on lui paye de l'argent. La CPI a rejeté cela. C'est comme ça que, comme cet ambassadeur-là aussi avait parlé de Jean-Pierre Mbemba, de son aventure, bien de l'aventure de son armée en République centrafricaine, à l'époque, l'ambassadeur l'a dit, il dit, j'étais devenu très proche de Jean-Pierre et nous nous appelions par nos prénoms. Donc, je pouvais aborder n'importe quel sujet avec lui. Excusez-moi. Ah, j'ai oublié de prendre un peu de citron. Chez nous, c'est déjà l'hiver. Alors, il dit, Jean-Pierre Mbemba s'est rendu souvent en République centrafricaine. Quand il a envoyé les troupes là-bas et que ces troupes ont commencé à piller et à violer, il a appelé Jean-Pierre Mbemba au téléphone pour lui dire, mon cher, il faut que ça s'arrête. Jean-Pierre a nié. Okay? Ces troupes ne faisaient pas cela. Il lui dit, ça aura des conséquences sérieuses dans l'avenir si ça ne change pas. Ce qui était arrivé. En 2000, je ne sais plus, 2005, oui, Jean-Pierre même est vice-président. Monsieur Roger Miss
À l'époque, il est ambassadeur des États-Unis au Congo. Il reçoit, Jean-Pierre Bemba les reçoit. Jean-Pierre Bemba lui demande qu'il arrange pour lui des rencontres aux États-Unis avec certains sénateurs, machin, des... Maintenant, quand Roger Miss fait son rapport au département d'État, il dit, voilà ce qu'il demande, tout ça, machin. Après, il dit, mais il ne sait pas, nous sommes en 2005, mais il ne sait pas qu'un jour, il sera arrêté. Et il précise, il dit, il va être jugé à la CPI. Nous sommes en 2005. Donc, quand vous prenez les propos de cet ambassadeur qui sont antérieurs par rapport au rapport de monsieur, l'autre ambassadeur Roger Miss, quand vous prenez Aubrey Hooks et Roger Miss, vous voyez, ils sont en train de dire la même chose. Maintenant, vous allez comprendre, Jean-Pierre Bemba a été acquitté, parce qu'après tout, les troupes en Bangui étaient sous les commandements de Patassé. Ça, c'est la logique. Mais le fait que, parce que quand vous avez des troupes qui vont dans un pays étranger, les gouvernements Patassé avaient perdu la guerre déjà. Les troupes de MLC arrivent très aguerries, ils récupèrent les territoires, ils chassent Bozizé, qui était venu du Tchad. Vous vous posez la question, quand Jean-Pierre va en Bangui, qui est le vrai patron du pays? Lui, dont les troupes ont chassé les troupes rebelles, ont sauvé les régimes. Comment il est perçu par les autres? Par ses militaires et même par les chefs de l'État de ce pays-là. En fait, c'est lui le vrai patron. Et on lui avait dit, arrête cette histoire, ça va. Maintenant, quand il est à la CPI 10 ans, nous trouvons ça injuste. Mais en réalité, quand tu regardes, tu te dis, ah, ces gens ici savaient qu'il ira à la CPI et il a fini par aller à la CPI. Ils l'ont gardé pendant 10 ans. Donc, tout était fait de manière délibérée, volontaire, pour lui faire payer le fait qu'on lui avait déjà dit bien avant, il faut que les viols et les pillages s'arrêtent. C'est pas par hasard qu'on l'a gardé 10 ans. Mais quand nous regardons, nous disons, mais non, nous disons que non. C'est pas lui qui était le commandant là-bas. Et les États-Unis n'ont jamais reconnu la CPI. Mais je vous informe que les États-Unis, en coulisses, envoient les gens à la CPI. Charles Taylor est allé à la CPI. Les Américains ont joué un rôle pour qu'il aille à la CPI. Officiellement, ils sont détachés de la CPI. Mais en réalité, la dernière fois que Obama a parlé à Gbagbo, hein, après il y a eu l'interview de l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire sur RFI. Quand vous écoutez ce qu'il dit ça va mal finir il risquera de faire face à la Cour pénale internationale. Mais vous n'êtes pas membre de cette Cour, vous ne l'avez jamais accepté. Officiellement, non. Mais il y a des dirigeants, hein, des gens de la Yougoslavie, là où l'armée américaine avait intervenu, l'armée de l'OTAN, tout ça. Mais ils sont à la CPI, c'est les Américains. Et cette histoire de l'intervention
des MLC, des troupes de MLC en Bangui, c'était une erreur, une très grande erreur. Une très grande. Entre les nations, il y a beaucoup d'hypocrisie. Quand ces troupes venaient, j'ai rencontré un proche collaborateur de Jean-Pierre Mouboua, je dis bien proche, qui était avec lui dans la rébellion, tout ça, qui était même son conseiller. Il dit, Jean-Pierre, c'est quand même un intellectuel, il dit avant de s'engager là-bas, il avait demandé à Bongo, à Sassou, hein, qu'est-ce qu'il savait de cette affaire de rebelles, Bozizé et tout ça. Est-ce que la France était derrière? Ils ont tous dit non, nous ne savons pas, non, c'est pas sûr, tout ça. En réalité, la France était derrière. Pourquoi? Parce que Patassé avait le soutien de Kadhafi. La France ne voulait pas que la Libye étende son influence sur la République centrafricaine, que les Français considèrent comme leur précaré, comme beaucoup de pays africains. C'est comme ça qu'ils vont fabriquer Bozizé. Ils vont l'armer, lui donner des gens à partir du Tchad. Ils quittent là-bas avec la bénédiction d'Idriss Déby pour venir renverser Patassé qui avait le soutien de la Libye. En entrant dans ce conflit-là, il met ses pieds dans un conflit des grands, tout ça, et finalement, ça crée des problèmes. Mais quand Bozizé venait là, les Tchad n'acceptaient pas que Bozizé venisse du Tchad. La France n'a jamais dit que nous étions derrière. Vous le saurez seulement dès qu'il prend le pouvoir. Ah, là, vous venez, l'ambassadeur français, venir avec beaucoup de sourires. Mais quand il progresse là, ils disent, ah non, il faut qu'il y ait une solution négociée, pendant qu'ils sont en train de dire à l'autre, avance. C'est ce que les Américains ont fait avec l'Ouganda quand ils sont entrés au Rwanda. C'est ce qu'ils ont fait avec les Rwandais quand ils sont venus au Congo. N'est-ce pas, de temps en temps, les Américains disaient, non, il faut une solution négociée. Mais une solution négociée, les villes sont